Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'exploration en jeu de rôle. Actuellement, je joue pas mal à Shadow Dark et à la partie précédente, à la fin de la partie, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de confusion dans l'exploration. Des moments où on sait pas trop ce qu'on doit faire, machin truc, et à la fin de la partie, il y a un des joueurs qui me demande pourquoi est-ce qu'on partirait pas du principe que nos personnages, en fait, ils sont prudents et qu'ils font les trucs, comme ça, on n'a pas de doute, on n'est pas obligé d'expliquer qu'on tape sur telle dalle, qu'on tape sur tel mur, qu'on vérifie chaque machin, etc., pour éviter des pièges, trouver des passages secrets, trouver des informations, etc. J'étais assez étonné par la question, parce que, en l'occurrence, dans la partie, à aucun moment, il y avait un piège ou un truc caché. Néanmoins, c'est intéressant de se demander... est-ce que dans leur tête, les PJ, ou plutôt les joueurs, du coup, ils se disent, ils ont un blocage à ce niveau-là, est-ce que c'est ça qui prennent des décisions lentement? Parce que par contre, ce qui était sûr, c'est qu'ils mettaient beaucoup de temps à prendre des décisions, à dire je fais ci, je fais ça, et assez rapidement, on s'est retrouvé avec des joueurs qui fonçaient tête baissée, un peu d'une certaine manière, pour dire, bon, ça me saoule de devoir attendre de savoir qui fait quoi, moi j'avance pour voir ce qui se passe. Et je pense que dans des vidéos précédentes, j'avais proposé déjà cette solution de partir du principe que nos PJ sont expérimentés, plus prudents que nous, ils checkent dans tous les coins pour qu'on ne soit pas obligé de le décrire. C'est une approche qui est tout à fait viable, je pense, dans un contexte assez narratif, assez héroïque peut-être, si on devait comparer Donjons et Dragons, par exemple. Prenons l'exemple Donjons et Dragons. D'un côté, on peut avoir un truc vachement axé exploration, skill des joueurs, interagir avec l'environnement, enquêter, essayer de prendre des décisions, finalement décrire comment on explore. On peut avoir une autre tendance, c'est plutôt de partir en mode on part sur un niveau assez épique ou je sais pas quoi, ou alors on veut se concentrer vraiment sur des enjeux dramatiques rapidement, et du coup on se dit bon, l'exploration c'est pas important, ce qui est important c'est uniquement de choisir ce qu'on fait des informations qu'on a et d'aller toujours plus vite. Bon, c'est assez confus. Je vais plutôt vous expliquer pourquoi moi je pense que c'est une solution, c'est une approche, mais c'est pas l'approche. En fait, pour moi, je trouve que l'exploration, pour lui donner un peu plus d'impact, de côté tactique, de côté choix, et aussi de côté, il faut réfléchir en fait, tout simplement. On peut pas faire, si on veut atteindre cet objectif, on peut pas utiliser cette méthode de tout faire relever sur le character skill, sur des jets de perception ou sur, je vous donne toutes les infos dans la pièce et vous avancez. Si on partait du principe que nos personnages, comme ils sont prudents, je leur donne toutes les infos sur ce qu'il y a dans la pièce, certes, les personnages, on part du principe qu'ils sont prudents, mais mes joueurs ne sont plus prudents. Et moi, j'ai envie qu'il y ait une connexion entre les deux. Si on part du principe que dès qu'on est dans une pièce, on fait juste un jet de sagesse pour fouiller, il pourrait y avoir plein de trucs qui sont ratés à côté, entre guillemets, et puis il va y avoir trop souvent, si c'est, on va dire, l'approche par défaut, ce côté, ah, vous avez raté votre jet de sagesse, qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, on décide de fouiller plus avant. Je sais pas trop. Je préfère que le jet de sagesse vienne dans un second temps pour rattraper les erreurs des joueurs. Inverser le truc. Les joueurs arrivent, ils doivent explorer, et s'ils trouvent pas des trucs, derrière, je peux proposer un jet de sagesse pour leur mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il y a des choses qui sont pas découvertes dans la pièce, et donc qui peuvent chercher plus avant au player skill. Bon, tout ça, c'était une intro. Ce que je veux vraiment vous expliquer, c'est la structure que je vais essayer de mettre en place à partir de maintenant, pour ma part, dans mes parties. Quand les joueurs arrivent à un endroit, et qui doivent l'explorer, et qu'il y a des trucs à découvrir, ou pas d'ailleurs, juste, je vais essayer de créer une habitude chez moi. Je vais sûrement faire des erreurs au début, parce que je jouais pas tellement dans ce style-là, comme Shadow Dark, un petit peu old school. Donc je me posais moins ces questions-là, maintenant ça devient une question un peu plus importante dans ce que je propose. Donc j'essaie de créer une sorte de procédure. Tout commence quand les PJ entrent dans la pièce. C'est très simple, la première étape, c'est ce que vous faites sûrement déjà, le MJ décrit ce qui est les informations directement accessibles au PJ. Vous arrivez dans la pièce du pharaon, vous êtes 3 PJ. Il y a un sarcophage avec le pharaon sculpté, couché en pierre, bras croisés sur le tombeau. Il y a des hiéroglyphes sur les murs et il y a un petit bruit de cliquetis qui vous gêne un petit peu. Vous savez pas trop d'où ça vient. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, ça c'est l'accès à la pièce, les informations directement accessibles. Cette phase-là, elle sert à donner la puce à l'oreille sur ce qu'il y a dans la pièce. On montre ce qui est intéressant et ce vers quoi les PJ vont pouvoir se diriger. Ça ne veut pas dire qu'il y a exclusivement ça dans la pièce. C'est les trucs, évidemment, auxquels le MJ a pensé et qui sont visibles directement pour les PJ. Il pourrait y avoir d'autres éléments, c'est-à-dire des éléments qu'on va improviser. Dans une pièce avec un sarcophage, peut-être qu'un PJ va demander est-ce qu'il y a des vases, est-ce qu'il y a des trucs, et là, typiquement, on peut improviser et se dire ah ouais, peut-être qu'il y a des vases, oui, c'est cool. Non, il n'y a pas de vase, non, il n'y a pas de vase. Ou alors, on va voir, je jette un D6, 1, 2, 3, il n'y a pas de vase, 4, 5, 6, il y a des vases.
Ça, c'est faire émerger des trucs dans la pièce. C'est tout à fait possible. Vous n'êtes pas obligé d'être exhaustif dans votre description. Vous n'êtes pas obligé d'être exhaustif non plus dans votre description parce qu'il pourrait y avoir des éléments cachés. On va y revenir après. Donc ça, c'est vraiment la première phase. On décrit ce qui est accessible. Deuxième phase, on va demander un tour de table aux gens de ce qu'ils veulent faire, mais un tour de table déclaratif. Je pense l'erreur majeure en fait que j'avais faite et qui peut sembler être un détail, mais en fait qui est vachement importante et qui perturbait un peu le rythme comme ça. L'erreur que j'avais faite, c'est que je faisais des tours de table, mais pas seulement déclaratifs, aussi de résolution. On va prendre un exemple tout simple, on a PJ 1, 2, 3. Côté erreur, déclaration plus résolution, je dis, ok, on va faire un tour de table. PJ 1, qu'est-ce que tu veux faire? Le PJ 1 me dit, je veux aller voir près du sarcophage. Je dis, ok, tu vas voir près du sarcophage. Tu vois ça, qu'est-ce que tu veux faire? Donc vous voyez, je fais avancer vraiment comme ça le PJ, ce qui fait qu'en fait, il décide de son action, il résout son action. Par exemple, je sais pas, il dit j'essaie d'ouvrir le sarcophage, je fais un test de force, il réussit, il rate et je donne les conséquences. Donc il y a vraiment beaucoup d'étapes sur un seul PJ. Et ensuite, je passe au PJ 2. Et quand je fais ça, en fait, déjà, ça fait moins un côté, on fait des actions simultanées dans la fiction, parce qu'il va avoir le temps de faire plein de trucs avant qu'un deuxième PJ fasse quelque chose. Ça change la manière de prendre les décisions, parce qu'en fait, les autres vont pouvoir prendre la décision de venir l'aider à ouvrir le sarcophage vu qu'ils ont vu qu'il a raté, par exemple, ou de voir qu'il y a un piège qui apparaît parce qu'il a ouvert le sarcophage et donc de se mettre en position de combat. Donc en fait, ils vont pouvoir prendre, lors du tour de table, leurs décisions en fonction des conséquences de l'action du joueur précédent. Maintenant, moi, la version que je voudrais essayer de mettre en place, à laquelle il faut que je me contraigne un petit peu pour vraiment le tester, c'est de commencer par un tour de table déclaratif, puis un tour de table de résolution. C'est-à-dire que je fais PJ1, qu'est-ce que tu veux faire? Il fait, je vais aller voir le sarcophage. Ok. PJ2, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais aller voir les hiéroglyphes sur les murs. Ok. PJ3, qu'est-ce que tu veux faire? J'essaye d'identifier d'où vient le cliquetis qu'on entend. Ok. Ok, maintenant que vous m'avez dit ce que vous allez faire, vous vous déplacez sur la battle map, vous vous mettez aux endroits où vous décidez de chercher, et ensuite, on fait les GD, on fait les résolutions éventuelles. Ça permet d'avoir un côté simultané, de disperser le groupe, parce qu'ils font plusieurs tâches en même temps, et on va voir que c'est assez important dans une toute dernière étape de cette vidéo. Ensuite, on règle littéralement les situations individuelles, avec des GD ou pas. Dans un premier temps, je vais demander au joueur de me décrire ce qu'il fait. S'il me décrit précisément le truc que j'attendais. Par exemple, on dit que pour ouvrir le sarcophage, il faut mettre le doigt dans le nez du pharaon, comme vous savez, les momificateurs, ils enlevaient le cerveau par le nez. Ça peut être un indice, peut-être un indice que le joueur qui observe les hiéroglyphes va découvrir en voyant tout le processus de momification dans les hiéroglyphes, vous voyez. Donc peut-être il va avoir d'instinct ce truc de chercher le nez du pharaon, parce qu'il a vu un film sur les pharaons. Ouais, ok, c'est méta, on s'en fout. C'est le but aussi du player skill, c'est qu'il y ait un petit peu de méta, même si on va pas aller dans des trucs abusés, genre des connaissances sur des technologies qui n'existent pas, etc. C'est ok qu'il y ait un petit peu de méta, c'est une récompense pour la réflexion du joueur. Donc soit il me dit ouais, j'appuie dans le nez du pharaon, boum, le sarcophage s'ouvre, soit il me dit bah je cherche une entrée, un orifice, un truc à manipuler sur le sarcophage. Là c'est assez flou, je vais lui demander peut-être un jet de sagesse. Mais vous voyez que ça vient après un assez long processus. C'est pas vous entrez dans la pièce, faites un jet de sagesse, ok t'as réussi ton jet de sagesse, tu vois un sarcophage et tu vois qu'il y a un bouton dans son nez, t'appuies et ça l'ouvre. Vous voyez? Admettons, mes joueurs, du coup, ils décrivent chacun ce qu'ils essaient de faire, ils n'arrivent pas à avancer. On a fini un tour de table. Un tour de table, c'est un round. C'est une unité de temps. Ensuite, on va recommencer un nouveau tour de table. À la fin de ce tour de table, ce qui va arriver, c'est qu'ils pourraient ne rien avoir trouvé. Il pourrait y avoir des éléments qui leur ont échappé. Ils sont un peu bloqués. Il faut déjà que ça ait un impact. Si ça n'a pas d'impact de ne pas avoir trouvé la solution dans la pièce et qu'en fait, on est juste en train de jouer pour trouver... attendre le moment où ils vont enfin trouver la solution, c'est là que ça devient chiant. C'est là qu'on commence à se dire, on peut pas dire juste qu'on est prudent et avancer, qu'on cherche bien, parce qu'en fait, on répète sans cesse une série de questions sans enjeu. C'est-à-dire, bon, bah, vu que c'est pas le nez, j'essaye le pied. Ah bon, c'est pas le pied, bah, j'essaye l'œil. Alors vous voyez, c'est chiant. Le joueur, il aurait pu dire, j'essaye tout. Moi, je veux pas qu'il puisse me dire qu'il essaye tout. Chaque fois qu'il prend une décision, ça a un coût. Donc, il doit réfléchir. Ce coût, c'est un coût en temps et en risque. En fait, à chaque fin de round, là, dont on parlait, il va y avoir très certainement un jet de rencontre aléatoire, un truc comme ça. Ce qui fait que comme on sait que plus on met du temps à fouiller une pièce, plus on a de chances que nos torches s'éteignent, de perdre des ressources ou que des ennemis arrivent, plus on va essayer de prendre des décisions efficaces. Et c'est là où tout l'enjeu est, et c'est là que ça devient utile en termes de gameplay. Ce serait inutile de demander aux PJ d'être précis sur ce qu'ils font si on attendait juste de savoir comment ils allaient résoudre le problème sans mettre de pression
par ailleurs. Alors maintenant, est-ce que on doit donner des indices sur tout? Alors a priori, oui, il faut des indices pour guider la recherche, parce que sinon on risque aussi de tomber dans ce truc un petit peu relou qui consiste à dire j'appuie sur telle dalle, telle dalle, telle dalle. J'appuie sur le mur. Ah, j'enlève tous les objets du meuble, je déplace le meuble, je regarde ce qu'il y a derrière. Enfin bref, vous voyez. Bon déjà, avant même de parler d'indices, on peut aussi partir du principe qu'on n'est pas obligé d'aller autant dans le détail. Un joueur peut simplement dire je vais aller tester le mur de gauche, voir s'il y a des trucs particuliers sur le mur de gauche qui pourraient nous échapper. C'est suffisant, on n'est pas obligé de lui demander d'appuyer sur les briques du mur, machin, truc. Parce qu'en fait, ça lui coûte déjà du temps. Dans le round, il consacre son round à regarder ce mur. On n'est pas obligé d'avoir tous les détails, on gagne du temps, on met moins de granularité dans la recherche. On n'est pas obligé d'aller aussi loin dans la granularité que de demander chaque pierre, vous voyez. Ça, c'est une chose. Pour ce qui est des indices, pour tout ce qui va être piège, passage secret, etc., évidemment, il vaudrait mieux, dans la plupart des cas, qu'il y ait des indices. C'est pour ça que la première phase de l'exploration, à chaque fois, c'est le MJ qui décrit des points d'intérêt. Les points d'intérêt, ils montrent qu'il y a peut-être un truc à trouver, vous voyez. Ou au moins une information à prendre. Peut-être qu'elle ne sera pas vraiment utile, mais elle va donner du lore ou quoi que ce soit. Mais bon, si à chaque fois qu'il y a un piège, on dit il y a des traces de sang, il y a un cadavre et tout, ça va commencer à faire un petit peu artificiel, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il peut aussi y avoir des pièges très très bien cachés, et en fait qui ne sont pas visibles immédiatement, vous voyez. Aussi, un joueur pourrait décider d'aller inspecter le mur de gauche, et en fait, il fallait inspecter le mur de droite, etc., etc. Donc en fait, on n'est pas obligé de donner des indices et toutes les informations sur un plateau non plus. Je pense qu'un truc que je vais faire, c'est qu'après un premier round à fouiller la pièce, si les joueurs ne vont pas directement sur les bons points, on va dire, parce qu'il n'y avait pas d'indice qui y menait, et du coup c'était un peu hasardeux, ou parce que juste ils se plantent, enfin bref. À partir de ce moment-là, je peux commencer à demander des jets de sagesse, des jets d'intelligence. S'ils sont réussis, je vais donner des indices supplémentaires que voit leur personnage. Par exemple, je sais pas, vous décidez de fouiller un meuble. Dans ce meuble, bon, il y a des trucs intéressants, mais il n'y a pas à proprement parler le passage secret. Le passage secret, il est à 2 mètres du meuble. Je peux dire au mec qui a fouillé le meuble, vas-y, fais-moi un jet de... Ok, dans le meuble, tu trouves des bouquins, tu trouves une potion de soin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Et je lui dis, fais également un petit jet de sagesse, s'il te plaît. S'il réussit, je lui dis, tu remarques, vu que t'es pas si loin de l'endroit, qu'il y a l'air d'avoir un passage secret. Enfin, je le dirais sûrement pas comme ça, je dirais, ouais, t'as l'impression qu'il y a une faille dans le mur, que les briques sont un peu inégales, ou il y a une brique qui est tombée. Un truc comme ça, pour essayer de lui amener un indice supplémentaire. S'il rate son jet de dés, j'exploite le côté méta du jet de dés. En fait, je pense que c'est pas mal dans ces circonstances-là, le côté méta du jet de perception, que par exemple dans les embuscades, on va peut-être un peu plus éviter et tout. Parce qu'en fait, ça va inviter le joueur à être prudent, encore une fois. Même s'il a raté, en tant que joueur, il sait qu'il a raté. En fait, ça me dérange pas dans l'absolu. C'est un petit signal, un signal faible. Après, le joueur, il peut décider de la jouer un peu Play Toulouse en mode « Non, je ne sais pas que j'ai raté mon jet de sagesse ». Ou alors, il peut la jouer un petit peu en mode Play to Win et se dire « Ah, il y a peut-être un truc qu'on a raté dans cette pièce ». Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil pour pas mal d'éléments qui sont pas directement accessibles, un peu indétectables, c'est à ce moment-là qu'on va amener le character skill. Donc je pense qu'on peut faire un mixte et que c'est pas gênant. Pour que tout ça fonctionne, il faut vraiment 2 éléments, et c'est comme ça qu'on terminera cette vidéo. C'est vraiment déjà être un peu transparent sur comment ça fonctionne pour les PJ. Le but pour le MJ, moi en tout cas, c'est pas de piéger les joueurs, même si sur la battle map, moi j'utilise des battle maps mais un peu minimalistes, donc il n'y a pas beaucoup d'éléments. Je sais que ça a un peu bloqué certains de mes joueurs, ils se disent « Ok, il n'y a pas grand-chose d'affiché à l'écran, il faut qu'on teste tous les murs, toutes les dalles, etc. » Non, on n'est pas obligé de faire ça. S'il y avait entre guillemets un truc à trouver, je ferais sûrement un jet de sagesse juste pour signaler au groupe qu'il y avait un truc à trouver et leur donner le choix de continuer la recherche et de perdre du temps, ou de se dire ah, c'est trop compliqué, on trouve pas le truc, on se casse, on n'a pas le temps. Vous voyez, mais ça crée du choix. Il faut être transparent. Le but c'est pas de piéger les joueurs, c'est de leur expliquer comment ça fonctionne pour qu'ils comprennent la logique du jeu. Parce que si vous n'êtes pas assez explicite là-dessus, typiquement que vous dites, les joueurs n'ont aucune idée du fait qu'il y ait des passages secrets, etc. Et qu'un jour, par hasard, il y en a un, il dit ouais, moi je regarde du côté du mur et je décide d'appuyer sur l'œil d'un hiéroglyphe et que ça ouvre un passage secret et que jusqu'à maintenant, dans votre campagne, vous n'aviez jamais donné d'indice sur le fait que appuyer sur l'œil d'un passage secret, ça puisse ouvrir un truc. Vous n'aviez pas parlé du fait qu'on puisse chercher des passages secrets, etc., etc. Les joueurs ils vont être en mode attends, mais what?
il y avait un passage secret ici, et c'est là qu'ils vont commencer à se dire, ça tombe, on a raté plein de trucs avant, et qu'ils vont vouloir tout tester. Et en fait, je pense que au bout d'un moment, quand ils ont fouillé la pièce, qu'ils ont trouvé les trucs, déjà vous pouvez leur dire c'est bon, vous avez tout trouvé, et que quand ils risquent de rater un truc, là vous leur faites faire un jet de dés pour leur montrer qu'ils pouvaient rater quelque chose. Et comme ça, il y a plus ce côté un peu transparence. Et évidemment, vous pouvez en discuter, adapter à votre table et tout, mais voilà, je pense qu'il faut être transparent sur la manière de procéder. Cette vidéo permettra de faire un peu jurisprudence. Ça peut évoluer la manière dont je vais le faire dans mes campagnes, mais c'est un peu l'état d'esprit, l'approche que je veux utiliser actuellement. Donc ça permet aussi d'informer mes joueurs, cette vidéo. C'est fort pratique de faire des vidéos à la fois pour ces joueurs, à la fois pour cette chaîne YouTube. Et le deuxième élément, au-delà de un peu la transparence dans le fonctionnement, je pense c'est vraiment qu'il faut qu'il y ait une pression, il faut qu'il y ait un risque. Je le répète, je l'ai déjà dit plus tôt, mais c'est nul de fouiller une pièce avec des perches, etc., d'être hyper safe, si on n'a pas conscience du risque et s'il n'y a pas le temps qui presse. Parce qu'en fait, c'est ça littéralement le choix, c'est est-ce qu'on a une approche prudente, mais lente, et on risque d'avoir des rencontres aléatoires, de voir nos torches s'éteindre, de voir des ennemis arriver, blablabla. Ou alors est-ce qu'on a une approche très rapide parce qu'on essaye plutôt de gagner du temps, mais on risque de passer à côté de certains trucs. Je pense que c'est de là vraiment que vient l'intérêt. Quand les PJ ont zéro pression du temps, aucun ennemi présent, etc., vous pouvez leur dire tout ce qu'il y a dans la pièce, il n'y a pas de souci. Et le deuxième truc aussi, c'est que je pense que c'est une mécanique que je veux mettre en place et qui est proposée dans Shadow Dark, hein, j'invente pas tout ce que je suis en train de vous raconter. Mais en gros, dans Shadow Dark, on propose de faire un peu une ellipse. Vous voyez, si vraiment les joueurs ils veulent creuser un tunnel ou faire une tâche très très longue, ils peuvent faire une sorte d'ellipse un peu. Mais là, il va y avoir un jet de rencontre aléatoire ultra corsé pour prendre en compte tout le temps passé à cette action longue en fait. Parce que normalement, on gère round par round. Par tour de table, c'est chacun fait une action, puis chacun fait une action, on avance comme ça de round en round. Là, on pourrait considérer que l'action, elle va durer 6 rounds ou 10 rounds. Et donc du coup, hop, on fait une ellipse, on va pas faire 10 rounds où on dit ok, vous creusez, ok, tout le monde creuse, un round. Vous voyez, enfin c'est débile. Donc vous faites une ellipse et vous faites un jet de rencontre aléatoire bien corsé à ce moment-là. Et ça peut être utilisé, je pense, comme mécanique pour fouiller de fond en comble une pièce. Les joueurs n'ont pas envie de passer du temps à chercher les détails, ils ont envie de passer rapidement sur ce moment, ils peuvent se mettre d'accord tous ensemble et dire ok, on retourne la pièce. Là, vous leur donnez toutes les infos. Par contre, vous jetez un jet de rencontre aléatoire bien corsé et ils se prennent un monstre dans la gueule et du coup, ça devient un véritable choix stratégique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'exploration. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. C'est pas censé être un truc exhaustif. Je suis pas contre le truc de se dire les personnages sont plus prudents que nous, etc. De faire jouer tout ça sur le character skill pour des histoires où on cherche pas à faire appel justement au choix tactique des joueurs dans l'exploration. Le but était vraiment pas d'être exhaustif, mais de montrer un style de jeu, le style de jeu que j'ai envie de développer en ce moment et vous expliquer comment j'essaye d'approcher ça. Voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu, à venir sur le Discord. Dans les commentaires, n'hésitez pas à poser des questions, à proposer aussi des sujets. Les questions, ça sert pour les FAQ mensuels. Les sujets, ça peut donner des vidéos ou aller dans la FAQ mensuelle si je considère que là, sur le moment, j'ai pas une vidéo entière à vous proposer. Et puis évidemment, vous pouvez aller sur Tipeee pour soutenir et permettre tout ça. Merci à tous les tipeurs, c'est vraiment ça qui va faire perdurer la chaîne sur le long run. Je vous remercie pour m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Ciao.